Bienvenue sur les ondes de radio. Ici et maintenant, on est le dernier mardi du mois de juin et on se retrouve pour un nouvel épisode de Voyage dans les échos avec le docteur Daniel Lichtenstein. Et on en est déjà à l'épisode 13, déjà plus d'un an, Daniel, que nous avons ces chroniques, Eh que oui. tu fais ces chroniques sur radio ici et maintenant. Bonjour Daniel, comment ça va? Bonjour Morgane, ça va comme toi, c'est-à-dire très très bien. Si ça n'allait pas, ça irait très très bien aussi. Alors, Super. je t'écoute parce que j'ai passé un mois assez chargé. De quoi on parlait la dernière fois? Oui, bah déjà dans un premier temps, comment ça va? Tu l'as dit, ça va bien, même si ça n'allait pas. Est-ce que, Daniel, par rapport à l'épisode précédent, tu Ça as y des est, ça y est. nouvelles à partager avec nous, puisque je sais qu'ensemble, le temps passe extrêmement vite. Et tu nous parlais d'une future parution par rapport à tes travaux. On aimerait savoir où est-ce que voilà, t'en es aujourd'hui, si tu as des informations intéressantes à partager avec nous sur la question. Parution très hypothétique puisque tant que c'est pas accepté par l'establishment, la parution est impossible. Donc il faut passer par là. Alors, je rappelle très brièvement que donc en 1985, je volais discrètement l'appareil d'échographie nuitamment. C'est pas beau, mais ça m'a permis de sauver des vies. Et tout en paraissant un petit peu bizarre à l'époque, ça m'a permis de lancer une nouvelle façon de faire la médecine, qui est de céder de l'échographie comme support visuel. C'est des lunettes quand on est aveugle. Donc ça devient le standard, faut désobéir un petit peu. Et j'allais parler de quelque chose, mais on va pas couper le fil. Et mes travaux m'ont amené à voir ce qui se passait au niveau du corps entier, quand est-ce que ça nous était utile. Un petit chemin sur le poumon où j'ai vu que malgré ce qui est écrit dans les livres, on pouvait parfaitement voir le poumon. Une première impression que de voir un certain parasite, comme il l'appelait, me permettait d'avoir une idée de ce qu'on appelle la volémie. Ça crépite, hein, j'ai l'impression. J'entends un Oui, retour. alors là, je baisse. Voilà, donc normalement, là, ça devrait être bon. Et je montre le problème qui touche 100% des patients qui vont mal à travers le monde, c'est que cette bouteille, on voit parfaitement le niveau. On voit qu'elle est presque pleine. Mais un corps humain, on ne le voit pas et donc on fait des approches très 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 sophistiquées, de plus en plus sophistiquées, et tous les congrès consacrent la moitié de leur temps à essayer de répondre à la question est-ce qu'il faut remplir ce patient ou est-ce qu'il faut surtout ne pas le remplir? Remplir, c'est-à-dire poser une perfusion veineuse et passer du sérum salé ou plein de choses possibles. Et donc des premiers articles ont montré la possibilité que peut-être l'échographie pulmonaire pouvait apporter quelque chose. C'était des articles modestes où il n'y avait pas de chiffres et seulement des concepts, des idées. Un collègue à moi, Damien, dont il s'appelle Stéphane, mais il travaille à Amiens, a fait un travail dans son service et nous avons eu des chiffres. Ces chiffres ont été publiés par ses soins. Ils étaient pas très bons, comme je l'avais prévu depuis très longtemps. Je m'étais dit, il faut absolument qu'on valide le Falls protocole. Falls comme les chutes du Niagara, qui est un acronyme de je recommence. Fluid Administration Limited by Lung Sonography. Il fait chaud, hein. Enfin, pas ici. Ici, il y a une bonne température, c'est agréable, mais ceux et celles qui sont sur la croûte terrestre au-dessus de nous à Paris, là, s'amusent bien. Oui. Et il faut que je reste dans mes idées. On a vu que les outils généraux qu'on utilise de par le monde sont indirects et n'ont jamais été eux-mêmes validés. Eh bien, qu'est-ce qui nous dit qu'ils sont vrais? C'est pour ça que j'avais peur de faire ce travail qu'a fait Stéphane finalement, mais il fallait le faire. Comme ça, on a des chiffres. Et une fois qu'on a des chiffres, le travail devient brutalement scientifique. On ne parle plus dans le vide, on a une base. Et j'ai envoyé au JAMA, Journal of American Medical Association, ce qu'on appelle une lettre d'opinion,
en disant que, très brièvement, que si ces chiffres étaient mauvais, c'est peut-être parce que les outils qui ont été utilisés pour comparer notre nouveau test sont eux-mêmes mauvais. C'est des mathématiques ou de la statistique. Et mon chef de service, qui est un big name, c'est-à-dire une sommité mondiale en matière de ce qu'on appelle l'hémodynamique, donc deviner où est le volume de cette bouteille, c'est toute une hydraulique, hein. C'est une usine, le corps humain. Il faut qu'il y ait suffisamment de liquide et au bon endroit, car il transporte l'oxygène qui nous fait vivre. Et il m'avait dit il y a pas très très longtemps, écoute Daniel, tu sais très bien qu'on n'a pas de gold standard, hein. Donc chaque équipe essaye modestement de faire son petit travail, de se tenir à un objectif précis et de s'y tenir. Voilà, ce qui ne m'a pas tellement suffi. Donc j'envoie au JAMA cette lettre d'opinion qui est rejetée dès le lendemain. On peut dire que les Américains ont cette qualité, c'est qu'ils ne traînent pas. Tac, refus immédiat. Et je suis tombé sur les Annals of Intensive Care, qui sont une revue élégante qui est assez jeune puisqu'elle a 14 années. Donc elle a pignon sur rue tout en étant un petit peu plus jeune que le JAMA, qui est une vieille revue un peu bostonienne, un peu conservatrice, un peu WASP, je ne sais pas. Et j'ai demandé au rédacteur en chef comment est-ce qu'on peut envoyer une telle lettre, et il m'avait dit il y a de la place dans notre revue sous la forme d'un éditorial. Alors je me suis dit, éditorial, ce serait pas mal ça. Bon, enfin éditorial, ça ne veut pas dire on vous accepte votre papier les yeux fermés, hein. Donc j'envoie ça fébrilement si tu te souviens bien, le 30 mars de cette année. Ils ont mis, donc je précise pour l'auditorium, pour l'auditoire, disons-le en français, que le manuscrit est mis dans les mains d'experts qui disent ouais, c'est valable, bon, il y a ça à corriger un petit peu, ou alors oulala, qu'est-ce que c'est que ça, où est-ce qu'il nous entraîne, il faut absolument répondre à ce point, et on n'est pas sûr de l'accepter, ou c'est comme avec le JAMA, refus d'emblée. Et donc, 10 jours plus tard à peu près, donc le 1er avril, la lettre de décision arrive, et je ne sais pas si tu te souviens, les soirées qu'on passe dans ce restaurant de Saint-Germain-des-Prés, avec les enfants qui lisent alternativement les petites phrases, et moi qui suis là attendant le verdict. Donc c'était votre papier ne peut être publié, enfin je fais brièvement pour ne pas passer l'heure dessus, virgule, et après la virgule, bon, notre enfant continue sous sa forme actuelle. Donc ça voulait dire, je me suis relancé dans un travail énorme pour aller dans le fond de ce sujet qui est vraiment critique puisqu'il concerne chaque patient qui va mal, et on me demande de l'envoyer au bout d'un mois. Et je savais qu'entre le 1er avril et le 1er mai, je n'aurais jamais le temps. Je leur ai demandé, je leur ai quémandé 15 jours. Ils ont dit OK. À peine ils l'avaient accepté, je leur ai dit est-ce qu'on peut rajouter une petite semaine, allez, jusqu'au 21 mai. Ça fait ça, 21 mai. Et ils ont dit OK. Bon. Et donc, finalement, le papier est envoyé le 23 mai, avec 2 petits jours de retard. Et voilà, et puis je vaque aux occupations habituelles. Je prépare une conférence pour Leiden, en Hollande, où je devais partir le 3 juin. Je devais recevoir le 4 juin une médaille que j'ai pas amenée ici. J'aurais pu, mais elle pèse 555 grammes. Et donc, j'ai pas voulu m'alourdir, mais la médaille Jaap de Graaf, qui est quand même une espèce de récompense sympathique. Donc, j'étais très content d'y aller. Et le matin, pour préparer le train, je vois que, la lettre de décision, elle est là. Je fais comme d'habitude, sans froid.
C'est-à-dire que je l'imprime sur mon imprimante, je la mets dans une enveloppe, je ferme l'enveloppe et je pars à Leiden, donc aux Pays-Bas, avec cette lettre. Et le premier soir, donc le 3 au soir, je dîne avec les gens qui étaient autour de ce comité Jaap de Graaf. Et je disais à mon vis-à-vis, Martine, Martijn, je lui dis, vous savez, l'hémodynamique, j'ai travaillé là-dessus, et là j'ai une lettre de décision qui est scellée, que je n'ouvrirai que quand mes enfants seront disponibles pour le faire. Alors il trouvait ça assez surprenant. Il disait, moi, quand je reçois une lettre de décision, je la lis, mais instantanément. Et moi, je lui ai dit, pas moi, j'aime bien garder le suspense, faire ça en famille. Et je fais court le 6 au soir. Les enfants étaient tous les deux disponibles. Alors 6 juin, hein, ça fait un petit peu solennel. Ça dépend de quel côté on se place, mais eh bien, ça a été le D-Day. C'est-à-dire courrier indiquant l'acceptation du papier. Félicitations, youhou! Ah bah ouais, carrément. Waouh! Alors là, quand les enfants me disent ça, c'est vraiment... on passe une soirée de bonheur et c'était un travail qui vraiment me tenait à cœur depuis 1994. Et en 96, j'avais déjà la certitude qu'il y avait une corrélation et il fallait tout ce temps pour refaire les choses les unes après les autres. Et donc... maintenant, ce papier est publié et sous une forme d'éditorial en plus, donc ça lui donne un cachet un petit peu autoritaire, où je dis d'une façon humble mais imparable que la communauté n'a pas de gold standard, c'est-à-dire l'examen de référence absolu, et bien je lui en donne un. Voilà, on en a un. Jusqu'à preuve du contraire. Et je vais sortir une expression élégante pour dire ça. Et ce que je fais est un petit peu sournois, voilà, c'est correct. C'est assez sournois parce que comme aucune manœuvre ne peut prouver que ça ne marche pas, je peux dire d'une façon tout à fait tranquille, je dis que c'est le gold standard jusqu'à ce que vous me prouviez le contraire. Donc ils ne peuvent que racler leur gorge, trépiner des pieds en se disant mais comment est-ce qu'on l'arrête celui-là? Et donc voilà. Alors, la suite... il faudra attendre que le papier soit digéré, compris, intégré, et là, il faudra attendre une dizaine. Je ne parle pas en jours, ni en semaines, ni en mois, mais en années. D'accord, autant de temps alors. Pour qu'un papier entre dans la routine, il faut, je dirais, je l'ai vu avec mon Blue Protocol, une quinzaine d'années plutôt. Bon, on va essayer d'accélérer le processus quand même, parce que ils sont tous là à travers la planète à recevoir régulièrement des patients en état critique, en train de se dire, bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Bon, manifestement, ça ressemble à ceci, bon, on pose une perfusion, on le remplit, docteur, on prend le pouls, on prend la tension, on regarde l'état cutané pour avoir une idée de comment marche la circulation. Ouais, oui, passe-lui 500 ml de sérum physiologique. Ouais, enfin, c'est toujours guidé par le doute. Ou alors, il y a ceux qui ne veulent pas montrer qu'ils sont dans le doute, qui vont dire, bon, tu lui passes 500 cc de sérum physiologique. La seule différence entre le premier médecin et le deuxième, c'est le ton utilisé par le premier qui est plutôt hésitant et le deuxième qui n'est pas du tout hésitant. Mais aucun des deux n'est bon puisqu'ils sont tous les deux aveugles. Donc, je me base, pour faire très simple, sur l'échographie pulmonaire. Alors, j'ai pris des notes tout à l'heure qui sont à propos de ce Falls Protocol. Et je me suis aperçu que les derniers congrès où j'étais, je reviens, ce matin, j'étais dans un congrès international qui se passait à Paris. Bon, ça va coûter 2 tickets de bus. Dans la rue Maurice Ravel, moi qui... quelle coïncidence. C'était un signe, j'étais heureux de participer à ce congrès. Et c'était un congrès d'infectiologie, donc pour des infectiologues. Et donc je vois la dame qui était à l'accueil de l'hôtel pour diriger les uns et les autres.
me dis, tiens, c'est encore vous, parce que la semaine précédente, j'étais à un congrès de cardiologie qui se passait exactement au même endroit. C'était un hasard, où j'avais été invité aussi. Bon, ça a fait 2 autres tickets de bus, c'est pas une grosse affaire. Et quand j'étais en Hollande, c'était pour un congrès de médecine interne, et les suivants s'adressent à un milieu de pneumologie et à un milieu de néphrologie. Et voilà quoi, c'est-à-dire que cette échographie pulmonaire, elle passe vraiment, j'ai compté plus d'une quinzaine de disciplines. Donc ça fait du boulot, on est bien occupé. Voyage dans les échos avec le docteur Daniel Lichtenstein, comme tous les derniers mardis de chaque mois depuis maintenant 1 an et 1 mois pile poil. Donc Daniel, à présent, il y avait un autre sujet que tu souhaitais partager avec nous en lien avec un de tes derniers congrès, si je ne me trompe pas, en Grèce, c'est ça? Oui, oui. Alors, donc je suis parti à Athènes, c'était j'ai passé 4 nuits du 13, 14, 15, 16 ou 14, 15, 16, 17 juin, donc c'est tout récent. Et c'était un congrès très sympathique, convivial, et qui se passait au musée de la guerre. Musée de la guerre. Oui, bon, je connaissais pas, j'étais à Athènes très peu de fois, et là j'ai eu le temps de le visiter, on m'a organisé. Bon, c'est toujours fascinant de voir, enfin fascinant, ils connaissent la guerre depuis les époques pré-Jésus-Christ jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et je me retrouve, j'arrive dans mon hôtel, je sors mes affaires, je commence en tout premier à rebrancher mon ordinateur. J'avais 2 batteries, donc il fallait que je les rallume. Et j'avais eu l'idée de prendre 2 alimentations. Comme ça, parce que j'avais une valise, tout ça c'était en cabine. Je me dis, allez, prends-en une deuxième. Bon. Je branche mon alimentation. La lumière ne s'allume pas. Alors je me dis, tiens, c'est vrai qu'ils ont des gros trous, moi j'ai des petits trous, européens quand même. Et je dis, bon, on va essayer une autre prise. Tiens, il y en a là. Rien ne se passe. Une 3e prise, rien ne se passe. Je commence à être un tout petit peu inquiet et la réception avait par hasard un adaptateur petit plot, gros plot. Je me dis, c'est peut-être ça, peut-être qu'il n'y a pas assez de contact. Bon. Alors, je remonte dans la chambre, le silence, et je m'aperçois que, mais tout le monde le sait, qu'une alimentation, c'est le poumon d'un ordinateur. C'est-à-dire que c'est elle qui fournit l'énergie. S'il n'y a plus d'énergie, c'est fini. Surtout si on est comme moi, c'est-à-dire avec un ordinateur qui date de Mathusalem, parce que aller trouver quelque part dans la vie des gens qui ont précisément ce matériel, c'est pas acquis. Et rien ne fonctionne, et je commence un petit peu à désespérer. Et puis je me dis, ah mais t'es génial, t'as pris une 2e alimentation. Ah, t'es fort, là vraiment t'as fait fort. Alors tout heureux, je sors la 2e alimentation, je la branche, et là, rien. Rien ne se passe. Et là, j'étais mal. Je me suis dit, mais c'est pas possible. En plus, mon téléphone que je ne peux brancher que par l'ordinateur était épuisé, donc je sentais que j'étais en grande détresse de notre monde moderne, parce que à l'époque je serais venu avec mes diapositives, mon carrousel, ça tombe pas en panne. Bref, et je me dis, bon bah tu vas quand même manger quelque chose, tu vas pas dormir l'estomac vide. Alors je descends avec tout mon matériel que je branche quand même en attendant que le repas soit amené à ma table. Je branche la prise, je mets l'alimentation. Et puis là, comme je te vois, je vois la petite lumière verte qui s'allume. Et là, c'est comme ça m'a rappelé mon travail quand le cœur
qui était arrêté se met à repartir. C'est une impression extraordinaire de vie qui revient, quoi. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe? Et alors, voyant de plus près, qu'est-ce que je vois pas? Sur le câble, tout le long du câble, les petites dents de la petite Douchka, ma chatte norvégienne des forêts, qui s'était bien amusée sur les 2 alimentations. Ce qui fait que là, maintenant, il va falloir vraiment trouver des sas, enfin des systèmes où elle ne met jamais les griffes, et encore moins les crocs. Et alors, quand j'ai vu ça, j'ai pris une planche en papier mousse, en carton mousse que j'ai toujours avec moi pour solidifier les choses. Ça sert d'éventail. On peut écrire debout, ça pèse rien. Et j'avais placé tout ça en dessous. J'avais pris du gros scotch pour que les courbes des fils d'alimentation restent exactement comme elles étaient, puisque ça marchait. Et je me disais, si jamais ça bouge un tout petit peu, je perds le contact. Et je solidifie tout ça. C'était, je ne montre pas les images, mais enfin c'était un spectacle avec l'alimentation qui était sur cette boîte, sur cette page A4 rigide, avec des scotch double face entre parenthèses pour ajouter à l'horreur de la scène un petit peu partout. Et avec ça, je suis parti le lendemain matin au petit déjeuner. Alors, je dirais pas que c'était esthétique, mais ça fonctionnait. Et le lendemain, je suis allé, c'était au coin de l'hôtel, de la rue de l'hôtel, qui était la rue Papadiamantopoulos, pour ceux qui connaissent Athènes. Ah, je l'ai bien dit, hein, sans bafouiller. Il y avait un papetier, et je suis allé dans cette papeterie où j'ai trouvé exactement ce que je voulais pour fabriquer toute une boîte qui permettait d'avoir tout l'ensemble bien rigide et de pouvoir aller à la conférence au War Museum tranquillement, sans trembler pour que ça bouge d'1 millimètre et que ce soit foutu. Donc voilà, quoi, c'est une petite histoire qui m'a beaucoup amusé. Le papetier, je lui ai parlé un petit peu, il faisait de la radio à ses heures perdues, donc je lui ai parlé de toi, de la radio ici et maintenant. C'était très amusant. Et il faisait une radio aussi assez libre, très indépendante. Quelle coïncidence ou synchronicité, on pourrait dire. Christos, hein, j'ai pris sa carte de visite et j'ai trouvé tous les éléments par miracle. Hein, parce que avoir du carton mousse, je suis arrivé à l'hôtel, je me suis assis sur une grande table qui était en bas, j'ai fait mes découpages comme un vrai MacGyver. Donc c'était des câbles qui avaient été mâchouillés par ton chat. Par la petite Douchka, oui. Oui. Oh, Je connais. Ça m'a, ouais, avec Flucky. Ça m'est déjà arrivé avec Flucky aussi. Ouais. Alors on peut pas les gronder, ils sont trop mignons, mais c'est à nous de faire attention. Et ça m'a rappelé en arrière, ça m'a ramené 10 ans en arrière, c'était en 2014, en février, à une petite mission. Alors, je regarde un petit peu l'heure. Je vais pouvoir raconter une mission qui a été ma plus longue en termes de mission où il n'y avait pas de gag. Parce qu'il m'est arrivé d'aller à l'autre bout du monde et de devoir y rester 2 journées de plus parce que l'avion de retour n'était pas prêt. Ça m'est arrivé une fois au Brésil, une fois au Sri Lanka. Quand on peut le faire, ça fait des journées de vacances. Hein. On crache pas dessus. Mais il faut que ce soit organisé. C'est-à-dire, il ne faut pas être attendu à Paris et devoir renoncer à la mission. Ça, ce serait une catastrophe. Donc, on va faire un petit tour du monde. Allez, let's go. Let's go. Let's go. Alors, on me dit Daniel, tu vas aller chercher une dame qui a 46 ans, qui a une thrombophlébite cérébrale, veineuse. C'est un accident qui est, je pense, un rare accident des comment on appelle ça, enfin des pilules, quoi, de la pilule anticonception. Comment on dit? Contraception. Contraceptive. Oui. Pilule contraceptive. Oui. Il y a un terme, il va me revenir plus tard. Et donc, ça crée une espèce d'accident vasculaire cérébral et il fallait que je convoie cette dame qui était à Santiago du Chili. Il fallait que je l'amène à Nouméa.
Donc il fallait que je fasse mon travail d'un bout de l'autre côté de la planète à un autre bout. Bon. Alors, je prends un vol de Paris à Madrid, et ensuite de Madrid à Santiago. Et de Santiago, je devais passer par en bas, c'est-à-dire par le Pacifique, pour atteindre l'Australie, Nouméa, et ensuite rentrer tranquille à Paris par Séoul. Bon, on peut passer par Tokyo, Bangkok, il y a plusieurs points de chute. On peut aller de n'importe où à n'importe où avec l'avion. Alors, je me suis retrouvé à Santiago du Chili avec la même galère, c'est-à-dire une alimentation que je voyais, qu'on voyait les fils métalliques, et tous ceux qui ont connu ça vont dire « Ah oui, c'est juste à la sortie de la boîte carrée blanche, sort un fil qui est toujours ballotté à gauche et à droite, jusqu'au moment où le câble commence à fatiguer, et là, le câble métallique était visible, et puis à un moment, j'étais au hall de l'hôtel, ça a fait pfiou, ça a bien senti le cramer, et là, je raconte parce que ça a un côté un petit peu MacGyver, je me suis dit, oh là là, t'es à Santiago, et tu vas faire le tour du monde, c'est-à-dire un nombre d'heures dans lequel tu vas travailler à ton livre, parce que j'étais en train d'écrire mon édition que j'ai appelée la 6e de 2016, qui est sortie en 2015, qui a eu le millésime 2016. Bon, c'est des trucs des éditeurs. Et je me disais, cette mission va me permettre d'avoir énormément de temps pour travailler ça. Et là, c'était la catastrophe. Pas avoir d'alimentation, c'était l'asphyxie. Alors, donc je fais le tour de Santiago du Chili, au lieu de marcher en profitant du bon temps. J'avais vu la patiente à l'arrivée, donc ensuite j'étais libre pendant toute une soirée, et le lendemain matin. Et il n'y avait aucune boutique, je ne parlais pas l'espagnol à cette époque, mais j'ai appris mon tout premier mot qui était Antiguo. Quand j'allais dans une boutique Apple, les gens regardaient mon matériel et ils me disaient Antiguo, questo materiale sta antiguo. Bon, ça veut dire c'est dépassé mon vieux, on n'a pas ça chez nous. Et il a fallu que je prenne ce boîtier et que je l'ouvre pour essayer de réparer moi-même avec mon cutter et du scotch. Alors, ouvrir une alimentation, j'entends déjà l'auditoire qui dit c'est scellé, c'est complètement impossible. Et c'est impossible. Essaye, ça sur un vieux qui ne marche plus. Il a fallu que je trouve quelque part à Santiago, c'est un chauffeur de taxi qui me l'a donné, une tenaille. J'ai arraché, j'ai démembré cette alimentation, petit à petit, bout par bout, pour pouvoir l'ouvrir. Mais c'était de l'éventration, hein, c'était un travail de sauvage. Et me voilà avec la partie interne de cette alimentation. Et un nœud qui était cramé, avec dedans la gaine qui entoure les fils électriques. J'ai réussi, alors j'ai passé l'après-midi dans ma chambre d'hôtel, bah, c'était ça, hein. Et puis j'ai réussi à défaire le nœud avec le cutter, je travaillais comme un neurochirurgien presque. Le nœud a été libéré au bout de je ne sais pas combien de temps, j'ai fait des coupures pour que ce soit net, j'ai pris le fil qui est au centre, j'ai mis bout à bout avec du scotch, le fil qui est autour, qui est une espèce de maille, j'en ai fait un fil, j'ai pris le fil de l'autre côté, donc c'était pas vraiment un réseau maillé, mais j'en ai fait un fil que j'ai isolé et mis de l'autre côté, et je sécurise le tout. À ce moment-là, j'étais dans une grande chambre, il y avait un verre comment on appelle ça, un seau à champagne ou je ne sais pas quoi, je l'ai rempli d'eau et je l'ai mis à côté de moi. Et je prends la prise électrique que je mets dans le secteur mural avec l'eau prête à servir si jamais ça déclenchait une flamme et un incendie.
pas d'incendie. Je mets l'autre bout de ce câble dans l'ordinateur et la lumière verte, j'ai eu le même bonheur de voir, ça y est, c'est bon, tu vas pouvoir travailler. Voilà, donc dans le service de réanimation, ça fait très longtemps qu'on m'appelle le MacGyver, pour ceux qui connaissent la série. Et alors là, c'était pas du tout une histoire il n'y avait pas de douche-cas à cette époque, hein, c'était... Voilà, c'est la partie sensible, fragile de toutes les alimentations. Et si on le fixe pour que ça ne bouge pas à gauche et à droite, c'est bien, mais ça va bouger à gauche et à droite un peu plus loin. Oui. Ou alors, il faudrait trouver un système pour faire en sorte que le lundi, ce soit assez... Je vais penser à un truc comme ça. Ah bah, pour la prochaine fois. Ah ouais, mais je vais, dès demain matin, je fonce boulevard Saint-Michel pour acheter 2 alimentations correspondant à ce Mac qui s'appelle le MacBook. Hein, c'est un vieux truc que j'avais acheté d'occasion en 2014 ou 2015. Voilà, une petite histoire qui va se continuer puisque j'ai pu prendre l'avion. J'avais ma patiente. Il s'est passé... Alors, ça c'est la mission. Je note les choses essentielles comme ça. C'est informatique, donc ça prend jamais de place et c'est pas jeté. Donc le 24, j'avais volé, vol de nuit. Le 25, arrivé à Santiago du Chili. Le 26, vol jusqu'à Sydney, nuit dans l'avion. Le 27 est une journée qui a disparu. Comment ça? Disparu dans le continuum spatio-temporel. C'est-à-dire que quand l'avion va dans cette direction de Santiago vers Sydney, on passe par la ligne, elle porte un nom, mais ceux qui ont une map monde voient cette ligne de partage, elle porte un nom, et quand on franchit cette zone, on a perdu une journée. Comme ça aussi. Comme ça. Facilement. C'est mystérieux. Ça pourrait très bien s'inscrire dans une vague d'ovnis, quelque chose comme ça. Et ça a été le bonheur quand je suis arrivé. Je l'ai déposé à Nouméa dans un centre de neurochirurgie. J'ai retrouvé mon copain Olivier, parce que quand je vais à Nouméa, je lui signale la veille, évidemment je ne le sais pas avant, et puis on se voit, voilà, c'est un travail qui me permet de rencontrer des amis à travers le monde, comme, comme ça. Le lendemain matin, j'étais au petit déjeuner, et c'était le bonheur absolu, c'était au bord de la mer, avec le sable, les oiseaux qui venaient picorer sur la table, c'est-à-dire le bonheur absolu, le plus beau bureau du monde. Et là, j'ai travaillé à cette 6e édition au cours de ces 144 heures ininterrompues. Wow. Voilà, on va se reposer un petit peu, je pense. Tu es en train de me dire, par rapport à ce que tu disais, Daniel, que finalement, on pourrait dire que dans chaque point du monde, tu as un ou des amis. C'est quelque chose d'assez sympathique, non? Ou des connaissances. Est-ce que voilà, tu pourrais les appeler amis ou connaissances? Amis, c'est pas assez fort. C'est pas assez fort. Justement, parce que quand on rencontre des gens qui viennent de l'autre bout du monde, qu'on trouve chez eux à l'autre bout du monde, ce sont des nouveaux visages qui deviennent très rapidement des amis pendant un temps assez bref, et quand on les revoit un petit peu, ça devient très rapidement des frères et des sœurs. Voilà. Et donc c'est vraiment, j'ai une diapositive qui comprend, je devrais compter le nombre de visages ou te l'amener une fois, et ce sont des gens dont je connais la famille, le métier, enfin plein de détails. C'est vraiment une famille scientifique qui grandit, puisque dernièrement j'ai Christophe Campolis qui m'avait invité à Athènes à la soirée mondaine, j'appelle ça comme ça. Sa femme était là, on a parlé des enfants. À Leiden, il y avait Martine Bauer avec qui aussi j'ai hyper sympathisé, et ce sont des amitiés qui, comme ça, dans ce milieu-là, doivent se faire de cette façon, alors que quand on va dans son bureau tous les jours, on rencontre des gens, on leur dit salut, ça va, et puis ça s'arrête un peu là, quoi. Bon, donc c'est vrai que dans les 97 pays que j'ai visités,
pas toujours pour des congrès, hein, c'est un mélange de congrès-mission. C'est vrai que c'est un grand privilège, hein. Ah, j'apprécie. Alors, on va faire une petite pause musicale pour poursuivre ensuite dans la troisième partie de l'émission. À tout de suite. Alors, une version un peu différente de la musique de Vague d'OVNI. Alors, on n'a pas pu trouver la bonne version, puisque voilà, on est en direct, ça se fait instantanément. Daniel, pourquoi est-ce que tu voulais qu'on écoute cette musique? Eh ben, parce que il se trouve que je suis pas précurseur que dans la médecine, mais aussi dans l'ufologie. On appelle ça comme ça, hein, ufologie, ouais. Ouais, ouais. Parce que, et j'avais fait une intervention quand Jean-Claude Bourret était invité, j'avais pris le téléphone, pour signaler la présence d'un ovni que je voyais depuis quelque temps, hein, ça se chiffre en années, hein, peut-être 2 ou peut-être plus. Et bon, on me regardait d'une façon un petit peu, comment on va dire, euh, gentille, quoi. Quand je disais ça, et je disais, mais non, mais regarde cette étoile-là. Bah, c'est une étoile. Ouais, mais elle n'est pas très loin de la Lune. Et regarde-la dans 4, 5, 6 heures. Bon, ok, j'ai rien d'autre à faire, je vais me réveiller exprès pour toi. Et la Lune, en 4, 5, 6 heures, fait un certain chemin. Et la fameuse étoile suivait la Lune. Ce qui fait que je me disais, ben voici un objet volant non identifié à ma connaissance. Et je me disais, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas normal. Et ben, j'écoute la radio cet après-midi, et qu'est-ce qu'on m'annonce? Nos amis les Chinois, toujours eux, qui sont partout, et vraiment, ils sont tellement partout, ils sont pas que dans les bureaux de tabac, ils sont aussi sur la face cachée de la Lune. C'est-à-dire que ils ont réussi à envoyer des fusées, du matériel, je ne sais pas quoi, sur la face cachée de la Lune, mais oui, Morgane. Et pour avoir des connexions avec la Terre, il leur fallait un satellite. Et ce satellite, bah, c'est celui que je voyais dans un petit coin à une certaine distance. Et ça fait froid dans le dos quelque part, hein. Donc il y a toute une technologie qui est de l'autre côté. Un peu décevant, j'aurais préféré que ce soit les extraterrestres, mais bon, c'est pas grave. Ils viendront, il faut un peu de patience, ils vont venir. Oui. Ouais. D'accord, bah mystère résolu alors. Ah bah c'est vrai qu'on les attend, je suis sûr et certain que Didier les attendait, hein, ça l'aurait pas effrayé qu'ils viennent. Bah, moi non plus en tout cas. D'accord, alors c'était ça, puisque je me souviens très bien de cette émission où tu nous en avais parlé. Eh bien, on a plus d'informations ufologiques grâce à toi, Daniel. Le temps, comme je le disais au début de l'émission, passe extrêmement vite quand on voyage dans les échos avec le docteur Daniel Lichtenstein. Pour cette dernière partie, Daniel, dis-nous ce que tu prévoyais d'aborder comme sujet. Alors, puisque je parlais du livre, la 6e édition, la première, elle était en 1992, et là, il m'arrive une situation qui est plutôt enviable pour un auteur, c'est que c'est l'éditeur, Springer, qui me, comment le dire de façon élégante, qui me tanne pour que je signe la prochaine édition. Alors, j'ai profité de cette situation pour leur dire, écoutez, là, je suis complètement débordé, gravement, mais quand même, c'est vrai que ça mérite, il y a de quoi faire une prochaine édition, en termes de nouveautés. Et puis, pendant qu'on y est, puisque c'est vous qui me demandez, est-ce qu'on peut faire un petit geste, un petit quelque chose, quoi? Est-ce qu'on peut passer d'un petit 10 à un petit 15? Alors, il paraît que 10, c'est déjà beaucoup, hein. J'ai déjà publié des livres à 3,5%. C'est pas BZF, comme on dit vulgairement. Et arriver à 15%, si le livre se vend bien, ça permettra de souffler un tout petit peu. Et enfin de gagner un peu de sous avec ma recherche. Ils ont accepté ou pas? Oui, c'est Andrea Ridolfi qui tient les rênes que tenait Ute Heilmann, c'est des gens que je connaissais très bien, et qui a dit pas de problème, pas de souci. Et je vais le contacter très bientôt. J'attendais de me débarrasser de ce false protocol. Et là, on respire, donc je vais mettre en branle ce chantier. D'accord, Ce nouveau chantier. encore une nouvelle mission, à savoir
l'écriture de ce prochain ouvrage. Voilà, et je l'ai prévenu tout de suite, attention, ce sera en 2027, peut-être 2028. Et il m'a répondu, c'est pas grave, on peut déjà faire des annonces. Donc voilà ce que je vais faire. Peut-être demain. Peut-être demain, je vais envoyer ma signature sur le contrat et ça va être parti encore pour un travail de folie. Je me dis à chaque fois, mais pourquoi tu continues de faire ce livre? Et bon, il paraît qu'il faut que je le fasse. Hein. Il paraît qu'il est attendu, donc on va faire plaisir à tout le monde. Eh bien, c'est génial. Encore une bonne nouvelle, Daniel. Alors, est-ce que ce serait possible quand même pour les auditeurs qui peut-être prennent l'écoute de cette chronique comme ça, soudainement, de nous faire un petit rappel sur le surf? Alors, bien sûr, oui, 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 on a le temps. Oui. 7 heures de chronique est évidemment génial. Tu dis que le temps passe très très vite, mais on est installé, quoi. Ça, c'est vraiment c'est un grand bonheur. Donc, le surf, c'est le cercle des échographistes d'urgence et de réanimation francophones. Ça a commencé comme ça à l'époque. Parce qu'au début, on ne voit pas très très grand, on ne voit pas tout de suite la retombée que ça peut avoir. Et ensuite, le surf s'est internationalisé. Et comme le Paris-Dakar, que j'ai fait, hein, j'ai eu une expérience, comme Europe Assistance, quand quelque chose marche, il ne faut pas trop changer le titre. Et donc, le francophone devenait mal placé, puisque si c'était international, et est-ce que le Paris-Dakar et même le Dakar se passe à Dakar? Pas du tout. Est-ce qu'Europe Assistance se cantonne à l'Europe? Pas du tout, ça fait le monde. Donc j'ai gardé surf, avec le F qui veut dire foreign, donc l'étranger. Donc c'est un petit jeu de mots alambiqué, mais il ne faut pas changer les choses. Hein. Ainsi que les logos. Un logo, on doit voir de très loin. Ah, ça c'est un logo de ma banque, c'est bien, je vais pouvoir y aller, ou n'importe quoi. Hein. Donc, le surf est un centre de formation qui est né en 1989 sous une forme embryonnaire où je prenais les internes et les étudiants ou les chefs qui avaient le temps et on bricolait comme ça. Quand je faisais une écho, ils venaient et puis je leur montrais les choses et puis ensuite ils ont tenu la sonde petit à petit. Et petit à petit, ça s'est structuré, c'est-à-dire que des gens sont venus de l'extérieur et finalement de l'étranger. Et on a formé 44 pays à peu près, aujourd'hui, si je compte bien. Et c'est structuré, c'est-à-dire c'est une association 1901 que je préside. Nous avons un trésorier, un secrétaire. Comme dans 99% des associations 1901, le secrétaire et le trésorier, ils sont là sur le papier. Et en gros, c'est le président qui fait 100% du travail. Bon, ça c'est familier pour toutes les personnes qui tiennent des assos 1901 comme on dit, mais ça me permet d'avoir un fonctionnement terriblement simple. C'est pas un endroit, c'est non for profit, donc un but non lucratif, et on s'arrange pour que l'argent qui rentre au surf, c'est-à-dire les gens qui viennent s'inscrire, cet argent-là serve à former et informer les médecins à l'échographie critique. Donc ça reste toujours dans les statuts. Et à l'époque, avant que le surf n'ait cette structure, l'argent sortait de ma poche. C'est-à-dire que tous les frais inhérents à une recherche indépendante, je ne me posais pas trop la question parce que à cette époque, je gagnais à peu près correctement. Et puis ensuite, et ça c'est Olivier Axler de Nouméa, qui m'avait dit, mais Daniel, c'est pas logique. Quand tu es invité à un congrès, tu prends l'avion. Donc rien que le ticket qui t'amène à l'aéroport, multiplié par 2, plus les frais que tu vas avoir à gauche, à droite, et un petit coup chez le coiffeur de temps en temps, tout ça, c'est des petites rivières qui font des grands fleuves. Et donc, le surf gère une masse qui doit ne servir qu'à ça, c'est-à-dire que j'attends, comme les gens sont parfois méchants, j'attends du jour au lendemain un contrôle. Ça va me tuer ma recherche parce que on est occupé à ça, mais ils pourront voir tous les comptes jusqu'au dernier centime, tout est justifié. Bon, et
on s'arrange pour que les tarifs descendent toujours, toujours, toujours. Il y a eu une halte des descentes au moment de la pandémie, parce que là, ça a été une catastrophe pour toutes les structures indépendantes, dont le surf. Et là, j'y ai été de ma poche, puis ça a descendu, descendu, descendu. Là, maintenant, ça revient, c'est renfloué. Et donc, on peut à nouveau diminuer les tarifs. D'accord. Et des gens me disent, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire, il faut les monter, au contraire, il faut que ce soit très cher. Ça impressionne les gens quand c'est très cher. Alors, je regarde la personne en question et je lui dis, toi, t'as pas la mentalité qu'il faut pour aller au surf. Parce que euh, je veux pas de gens qui soient impressionnés par un tarif élevé. C'est pas ça qu'il me faut. Ce sera des gens superficiels qui vont pas faire du bon travail. Et, virgule, parce que les gens me disent, mais t'es bête, c'est les hôpitaux qui payent. Profites-en. Et je réponds, pas toujours. Quand j'ai une formation qui se fait, il y a comme ça une dizaine de personnes, j'en ai jamais plus. Il y en aura toujours un ou deux passionné qui sera venu de sa poche. Donc rien que pour cette personne, tant que le surf a des sous et peut fonctionner, je continuerai tant qu'on peut de baisser les tarifs. La dernière baisse était il y a 2 mois en conseil général. Et vas-y. Je voulais voir comment est-ce que les personnes trouvent le surf pour y adhérer. Ah oui. Comment tu communiques dessus? Voilà, une question intéressante. Tu as toujours le don pour les questions pertinentes. Alors, il n'y a pas de publicité. C'est-à-dire que personne ne trouvera des annonces. La prochaine session du surf va se passer le 15 novembre 2024. Ah ben zut, c'est fait là. Désolé. C'est le contact des gens qui me disent mais c'est intéressant votre éco, comment est-ce qu'on peut apprendre, est-ce que je peux venir dans votre service pendant 6 mois ou des choses comme ça. Je leur réponds 6 mois c'est pas possible, mais vous pouvez toujours venir au surf. Et là je leur apprends qu'il y a des journées didactiques, c'est-à-dire qui se passent dans une salle de conférence. Et ensuite, petit groupe par petit groupe, on va au lit du patient dans les jours qui viennent. Et tout petit groupe, hein, il y a 2 participants avec moi, avec lesquels on passe 1 ou 2 ou 3 matinées, et on a vraiment le temps de faire connaissance. Il y a des formations qui forment 200 personnes à la fois. C'est puissant, hein, mais bon, le surf a un autre pouvoir, disons. C'est pas dans le nombre. Et donc c'est le bouche à oreille. D'accord. Voilà. À propos de bouche à oreille, je regarde discrètement le temps. Il s'est passé un truc amusant. C'est que j'étais en train de faire mes courriers. Et je vois un courrier qui... Oh, c'était à l'époque, c'était... Ah, j'aurais dû savoir quand. Il y a une bonne dizaine ou une douzaine d'années, peut-être une quinzaine. Et bon, je lis mes courriers le matin. Alors, il y en a toujours une flopée. Et à un moment, je tombe sur un Péruvien, Chalim Rodriguez, qui m'écrit bonjour professeur, voilà, nous serions intéressés par l'étude du diaphragme chez le patient de réanimation. Est-ce que vous pourriez nous dire, est-ce que vous pensez que la fraction de raccourcissement est plus intéressant que d'autres indices développés à gauche et à droite? Et je prends mes doigts et je tape la réponse. Cher docteur Rodriguez, c'est un honneur de communiquer avec le Pérou. Et alors pour le diaphragme, et puis blablabla, je réponds. Je utilise un de mes doigts pour aller sur le bouton envoyer. Et le téléphone sonne. Alors je décroche. Et là, c'est Europe Assistance qui m'appelle et qui me dit Daniel, tu es libre en ce moment, tu as des disponibilités. Est-ce que tu pourrais partir ce soir ou demain soir à Lima pour voir tel patient qui a tel problème? Moi, j'ai dit oui, oui, pas de problème. Hein, je prends la mission, donc j'écoute ce qu'a le patient et ensuite on arrange les rendez-vous. Enfin, on met sur place la mission. Et je reprends le courrier que je n'avais pas encore envoyé et
Et je termine ce courrier en disant, mais si vous voulez, on peut en parler autour d'une tasse de café après-demain, puisque voilà, je serai à Lima. Et ça s'est fait, hein, c'est-à-dire qu'il est venu avec Luis Esteves, qui sont... alors je connais leur vie, hein, je connais leur famille, les enfants, surtout de Chalib. Luis, je le connais un petit peu moins, parce que je l'ai vu moins souvent. Chalib, un jour où j'étais au Mexique, il n'était pas là, mais on m'avait donné un paquet venant de sa part pour un congrès qui se passait au Mexique, dans lequel il y avait un serpent à sonnette sous forme de vertèbres qui formait un collier. Voilà, perso à Donna ou pour votre femme. Et donc, voilà, quoi, ce sont je reçois des cadeaux comme ça, complètement improbables. Où est-ce qu'on reçoit un collier fait de vertèbres de serpent Bon, et donc, un soir, donc, je leur avais donné le nom de mon hôtel, et voilà, et puis ils sont allés à l'eau. On a dîné tous les trois ensemble, et ensuite, ils m'avaient invité à Lima, au Rebagliati Hospital. J'étais dans leur service de réanimation, et puis comme ça, voilà comment les choses se forment. Donc, au surf, pas de publicité, tout est dans le bouche à oreille. Si je faisais de la publicité, il y aurait un peu deux drames potentiels. Le premier, c'est de faire de la pub et de voir que il ne se passe rien. C'est souvent désagréable quand on crée quelque chose et que ça ne vient pas. L'autre possibilité, c'est que les gens viennent en afflux. Et là, je ne pourrais pas les recevoir. Parce que le surf, c'est vraiment personnalisé. Et ça fonctionne. La pandémie, ça a été un moment vraiment très dur. Et puis, on a réussi à faire petit à petit revivre le surf. Et là, il est plus vivant que jamais. Donc, surf, C-E-U-R-F. Souvent, les gens croient que ça s'appelle curf. Mais bon, à l'école, on a appris C-E, c'est ceci, cela. Et l'idée, c'est un petit peu aussi de penser à enseigner ça d'une façon un peu dynamique, quoi, comme le surf S-U-R-F. Voilà. On s'est permis ce tout petit jeu de mots. Et je crois que... Voilà, je regarde un peu les notes que j'ai griffouillées tout à l'heure, mais voilà, l'heure qui se termine. Et oui, déjà, on va devoir laisser la suite pour le dernier mardi du mois de juillet, c'est-à-dire dans un mois, et ce sera le 30 juillet 2024. Merci beaucoup, Daniel, pour cet épisode de Voyage dans les Échos. À très bientôt sur Radio Ici et Maintenant. À bientôt. Au revoir.